moi, je vais vous parler rapidement du diagnostic de l'adolescente. Alors, pour le moment, le test salivaire, effectivement, n'est pas encore disponible chez les adolescentes puisque l'étude avait été faite à partir de 18 ans et que c'est très compliqué, éthiquement parlant, de faire une étude chez des mineurs. Mais c'est en cours. Donc, c'est vrai que les choses pourront évoluer rapidement à ce niveau-là parce que, effectivement, chez les adolescentes, il y a plusieurs choses. La première chose, c'est que dans les chiffres, on constate qu'il y a 40% des jeunes filles qui souffrent de dysménorrhée primaire. La dysménorrhée primaire, qu'est-ce que c'est? Alors la dysménorrhée, le docteur Petit en a parlé, c'est effectivement la douleur de règles, les douleurs de règles qui sont importantes. Et quand on dit qu'elle est primaire, quand elle n'est pas liée à une pathologie. Et sur ces 40%-là, effectivement, il y a une partie qui a une endométriose, et puis une partie où finalement c'est des douleurs de règles qui, heureusement, dans le temps, vont passer, et puis il n'y aura pas trop de problèmes. On vous l'a sûrement dit quand vous étiez jeune, le gynéco qui disait oui, plus le temps passera, moins vous aurez mal pendant vos règles. Donc quand c'est dans l'endométriose, c'est raté, c'est souvent l'inverse. Dans la dysménorrhée primaire, c'est comme ça. Donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile parce que c'est des symptômes qui se ressemblent beaucoup. Et donc du coup, on va avoir du mal des fois à différencier les deux. Ce qui est certain, c'est que chez cette population-là, qu'il y ait une lésion d'endométriose ou pas, il faut prendre en charge le symptôme. Pourquoi? Parce que quand on ne prend pas en charge la douleur, et le docteur Piquet va très bien vous en expliquer après, eh bien la douleur, elle se chronicise, c'est-à-dire qu'elle va s'installer. Et bien à chaque fois que ça va revenir, ça va être de plus en plus douloureux et ça va effectivement se diffuser un petit peu sur tout ce qu'il y a autour, les muscles, les nerfs, les organes qui sont autour, et ça va entraîner un état de douleur chronique pelvienne, même en dehors du cycle, qui sont très importants. Pourquoi c'est important d'en parler? Parce que nous, on est une association qui représente l'endométriose, évidemment, mais ce qu'on constate, et l'étude qui avait été faite notamment dans le cadre de l'endotest montrait que sur toutes les patientes qui présentent une douleur pelvienne, en tout cas celles qui étaient dans l'étude, il y en a 75% qui ont de l'endométriose et 25% qui n'en ont pas. Et en fait, nous, on ne veut pas que ces personnes-là subissent aussi ce que nous, on a subi avec l'endométriose. Il ne faut pas ignorer toutes ces personnes qui ne présentent pas de lésions et qui pour autant présentent tous les symptômes et qui souffrent aussi au quotidien. Et justement, pour essayer d'éviter qu'il y ait autant de personnes qui souffrent de ces douleurs pelviennes, eh bien, il faut le prendre tôt, il faut le prendre à l'adolescence, s'assurer que la douleur, elle va justement être prise en charge et qu'elle ne va pas s'installer dans le temps, et que ça ne soit pas des femmes qui en plus, littéralement, généralement, passent toute leur vie à essayer de trouver une pauvre lésion pour pouvoir expliquer qu'elles ont de l'endométriose, pour être écoutées par leurs proches, pour être écoutées même au niveau des aides sociales, parce qu'en France, si on n'a pas une étiquette, on ne rentre pas dans un cadre et donc on n'a accès à rien. Et ça, c'est une réalité. Les filières, c'est des filières endométriose, etc. Donc, il y a vraiment cette notion de se dire, il faut qu'on prenne en charge effectivement quand ce n'est pas de l'endométriose. Il faut s'assurer que les nouvelles générations ne se retrouvent pas dans cette situation. Nous, à ce niveau-là, on essaie de développer beaucoup de choses. Depuis 2022, on est financé par l'assurance maladie sur un projet qui s'appelle Endo et Ado. Et qui parle d'endométriose et de dysménorrhée primaire, du coup, pour lequel on a 3 grands axes. Le premier, c'est la création de kits d'infirmerie scolaire. Donc, on diffuse aux infirmières scolaires, parce que nous, dans l'association, on est un peu plus de 90 bénévoles. Je vous laisse faire le compte par rapport au nombre d'établissements scolaires. On n'ira jamais sensibiliser partout. Par contre, les infirmières scolaires doivent être actrices de la sensibilisation. Il s'avère qu'il y a de plus en plus de jeunes infirmières scolaires aussi, qui sont très motivées, qui, des fois, sont elles-mêmes touchées par l'endométriose et qui, donc, du coup, ont très, très envie de s'impliquer sur cette cause-là. Seulement, il faut les outiller. Il faut leur donner les bons outils. Et on ne parle pas à une jeune fille de 15 ans de la même façon qu'on va parler à une femme de 35 ans. Et on n'aborde pas les choses de la même façon. On essaye aussi de montrer que l'endométriose, eh bien, c'est une maladie, certes, mais il y a aussi plein de choses qu'on fait en dehors de la maladie. C'est-à-dire qu'on peut réussir sa vie, on peut faire des choses extraordinaires. On a quand même une gagnante de Top Chef qui a l'endométriose, qui a fait la finale avec ses règles. Enfin, franchement, c'est incroyable. Elle est étoilée. On a Hillary Clinton qui a de l'endométriose. On a des personnalités comme ça qui ont réussi à faire des choses extraordinaires. Notre marraine Imani. Et cette maladie nous définit pas. Certes, il faut s'adapter. Il faut trouver des solutions.
mais les rêves qu'on a sont possibles et sont atteignables. Et ça, c'est vraiment un discours qu'on veut donner aux jeunes filles, parce qu'en fait, si on leur dit juste bon bah t'as potentiellement une maladie qui va te pourrir la vie, allez, salut, c'est pas terrible quand même, hein. Donc il y a vraiment cette notion d'espoir qui est très importante et qui est importante aussi à l'âge adulte, hein, par ailleurs. On est bien d'accord, et heureusement dans l'endométriose, c'est pas dégénératif, c'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment du mieux. Donc il faut toujours garder cet espoir. Le deuxième axe autour de ce projet, c'est la sensibilisation sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dissocie pas un adolescent de TikTok, hein. Ils sont fusionnés, et qu'aujourd'hui quand on va sur TikTok, ce qu'on peut voir fait peur quand on tape endométriose, et on s'est dit que justement on allait essayer de diffuser des informations qui sont à la fois validées scientifiquement, sécurisées, et aussi qui donnent de l'espoir pour la suite. Donc c'est quelque chose qu'on est en train de développer et qui fonctionne plutôt pas mal et qui prend progressivement. Et enfin, le dernier point, c'est le travail avec les professionnels de santé. Dans l'association, nous, on a vraiment un pôle santé dédié au travail avec ces professionnels de santé pour leur expliquer l'expérience patient, pour leur apporter vraiment le point de vue de ce qu'on vit au quotidien, puisque eux, en fait, ils voient plein de patients dans une journée, et nous, on fait une consultation, et cette consultation, déjà, on l'attend 6 mois. Et quand on sort de là, on sort avec toutes les informations qu'on a récupérées, et on va les garder toute notre vie. Donc, c'est très important que les professionnels de santé aient conscience aussi de ce qu'on vit par là, et ils sont très en demande d'ailleurs, donc ça c'est plutôt chouette. Et donc on développe notamment des programmes d'éducation thérapeutique. C'est des ateliers qui sont gratuits, qui sont à disposition des patientes, animés par des soignants. Ça existe déjà chez les adultes, pas beaucoup, mais quand même c'est plutôt pas mal maintenant. Et on va en développer notamment chez les ados. Donc le docteur Piquet, par exemple, on travaille ensemble pour développer un programme spécifique ado pour l'endométriose et la dysménorrhée primaire, pour justement répondre à leurs questions, les accompagner les parents, parce qu'on sait que c'est dur quand on voit son enfant souffrir, et en plus on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos, donc il faut pouvoir sensibiliser, expliquer, donner toutes les informations et donner des outils pour bien vivre avec, parce qu'il y a des choses pour justement s'assurer qu'on ne tombe pas dans quelque chose de très compliqué à gérer, comme par exemple ne jamais décrocher sur l'activité physique. C'est très important de garder l'activité physique. Faire attention à son hygiène de vie, le docteur Petit l'a mentionné, l'alimentation. On ne sait pas exactement ce qu'il faut faire, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études. Par ailleurs, quand il n'y a pas d'études, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas ou que ça ne marche pas, c'est juste dire que personne ne l'a étudié. Souvent parce qu'il n'y a pas de financement, on va être très honnête, mais on sait qu'une bonne hygiène de vie, de façon générale, c'est important pour rester en bonne santé, et d'autant plus quand on a une maladie inflammatoire. Donc orienter vers tout ça, orienter vers des questions de sexualité, parce que c'est important de sensibiliser à la sexualité, de sensibiliser au fait que non, c'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports, et il ne faut pas se forcer à avoir des rapports même si on a mal. Toutes ces questions-là sont très importantes, et on les aborde en éducation thérapeutique. C'est des ateliers gratuits, donc on espère en tout cas que ça pourra vraiment aider les jeunes filles dans ce parcours-là. Et donc c'est un projet qu'on est en train de développer de plus en plus, et on espère qu'on aura un soutien notamment du ministère de l'Éducation nationale s'ils nous écoutent.